Bonsoir madame, monsieur, bienvenue à ce nouveau numéro de Débat de la semaine, votre magazine sociopolitique sur la télé républicaine. Nous avons rendez-vous avec vous tous les lundis à 20h30 sur les antennes de Télé 7. Bienvenue donc, l'actualité c'est ce qui nous intéresse au cours de cette émission. Les rebelles du M23 ont quitté Goma depuis samedi selon des sources officielles. Mais en même temps, ces rebelles laissent entendre qu'ils pourraient revenir dans la ville à tout moment si Kinshasa ne répondait pas à leurs revendications. Est-ce un pas décisif vers la solution à la crise ou tout simplement un simple repli stratégique? Quel est l'avenir de la crise dans la partie est du pays? Nous en parlons avec nos invités qui sont sur ce plateau. À notre gauche, nous recevons l'abbé professeur Richard Mugaruka, qui est membre de la société civile, bien entendu. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Et à notre droite, j'ai également le plaisir, le bonheur de recevoir une fois de plus M. Jean-Pierre Kambila sur ce plateau débat de la semaine, cadre de la majorité présidentielle. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Je vous en prie. Et à l'extrême droite, l'honorable Loumeya Doumalegui, qui est député national. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, membre de l'opposition, absolument. Et donc, c'est avec nos trois invités qui sont très bien choisis, puisque nous avons l'opposition qui est représentée, la majorité et la société civile, pour débattre autour de ce qui se passe dans l'Est de la République. Alors, je l'ai dit, le M23 s'est retiré de Goma depuis samedi, selon les sources officielles. Du coup, Kinshasa parle d'un pas vers la bonne direction. C'est le porte-parole du gouvernement qui l'a dit. Monsieur Kambila, vous y croyez? Un pas vers la bonne direction? Bon, dans la mesure où, disons, la bataille actuelle, je précise bien, je ne parle pas de guerre, mais que la bataille actuelle s'est arrêtée, dans la mesure où les uns et les autres sont d'accord de s'affronter avec des idées, des paroles et non plus avec des armes, dans la mesure où le M23 accepte de se comporter en parti ou organisation véritablement congolais, je pense que nous sommes en train d'aller dans la bonne direction. C'est votre point de vue également, honorable Loumeya? Bonne direction, ça dépendra maintenant du gouvernement, le comportement du gouvernement. On a demandé au M23 de faire un pas, il a fait un pas, il s'est retiré de la ville de Goma. Je crois que dans la déclaration de Kampala, le gouvernement aussi a un devoir accompli. Nous pourrions dire que ça sera un pas vers la bonne direction si le gouvernement aussi faisait un pas pour que le dialogue commence. Alors, ceci dit, monsieur l'abbé, ne serait-ce pas une simple manifestation de bonne volonté de la part des rebelles? Je ne pense même pas qu'on puisse déjà parler d'un pas positif. Parce que, en fait, la guerre n'est pas terminée. Le problème qui opposait les M23 au gouvernement de la République démocratique du Congo, c'était essentiellement la souveraineté nationale et l'intégrité du territoire qui sont garanties par le droit international. Or, en quittant Goma pour se repositionner militairement à 20 km, ils ne sont pas encore loin, ils ne sont pas encore en dehors du territoire congolais. C'est-à-dire, on n'a pas encore établi la souveraineté nationale et l'intégrité du territoire. En exigeant de devoir garder 100 soldats, une compagnie, sur l'aéroport de Goma. Ça, c'est la résolution de Kampala qui le dit. Oui, c'est de Kampala qui dit ce qui va se passer, effectivement, ce qui est en train de se passer maintenant. Ils ne quittent pas Goma. Parce que, pour ceux qui connaissent la région, Goma, c'est en pleine ville de Goma. Ce n'est pas comme ici où vous avez l'aéroport à 30 km. Quand on est à l'aéroport de Goma, on est encore à Goma, donc ils n'ont pas encore quitté Goma. Troisièmement, ces négociations qui ont été proposées d'abord par Kagame et Museveni, le président du Rwanda et de l'Ouganda.
dialogue, négociation imposée à la République démocratique du Congo avec ces rebelles, d'après eux, alors qu'ils sont, tout le monde sait qu'ils sont des agresseurs. Eh bien, on se demande comment est-ce qu'ils ont pu, ils ont osé, ils ont pensé qu'ils pouvaient proposer au Congo, le gouvernement congolais de dialoguer avec ces rebelles, alors qu'eux n'organisent aucun dialogue avec leurs rebelles. Le Rwanda avec le FDLR et l'Ouganda avec l'ADF NALU et les LERA. Toutes des rébellions étrangères qui sèment la mort et la désolation à l'est de la République démocratique du Congo. Parce qu'alors, s'ils voulaient, si c'était vraiment la solution qui convenait, il fallait qu'elle convienne pour chacun des 3 pays et qu'eux aussi organisent des dialogues, des négociations avec leurs rebelles, ce qui d'ailleurs contribuerait à favoriser le retour de la paix en République démocratique du Congo. Donc je crois que c'est un accord, mais c'est un accord, il est inégal et incomplet, voire même piégé. Piégé, un piège donc. Je voulais souligner, faire constater la veille que le LRA n'est pas à l'intérieur de l'Ouganda. Le FDLR n'est pas à l'intérieur du Rwanda. Ils sont sur le territoire congolais. Donc ils ne sont pas pressés d'amorcer un dialogue avec ces rébellions. Mais nous, ici, le M23 est à Goma. Goma, c'est une ville symbolique pour nous. C'est pour dire qu'ils ne seront pas pressés tant que ces 2 rébellions ne seront pas à l'intérieur de leur territoire. Ok. Mais est-ce que finalement Kinshasa est pris dans un piège, comme l'a dit un peu Béchou Labé? On a comme l'impression que Kinshasa a perdu le contrôle des choses, même si le M23 se retire, mais ce n'est pas par le fait de Kinshasa. Non, je crois qu'aujourd'hui, nous n'en sommes pas à l'époque de chercher absolument des boucs émissaires partout. Ce n'est pas ça qui va régler le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème, c'est d'avoir le courage de prendre un peu de la hauteur et de regarder les choses telles qu'elles se passent. À mon avis, comment est-ce qu'elles se passent? Elle se passe qu'une partie importante de notre pays est occupée par des forces étrangères. Okay? Par le Rwanda, aujourd'hui essentiellement, avec l'aide de l'Ouganda. Je ne sais pas si je peux être beaucoup plus clair que ça. Et par rapport à ça, nous devons prendre des dispositions pour que cette occupation cesse. Aujourd'hui, il y a un retrait provisoire qui nous laisse un espace-temps que nous devrions mettre à profit pour essayer de reprendre le contrôle de notre territoire. Donc ça profite aujourd'hui? Oui. Non, ce n'est pas une question de profit immédiat. Vous voyez, vous êtes journaliste, votre problème c'est l'actualité, c'est qu'aujourd'hui il faut qu'on sache des réponses immédiates. Il ne s'agit pas de ça. Moi je suis ici pour essayer d'éclairer l'opinion de mes compatriotes pour qu'ils comprennent dans quelle situation nous sommes. Il ne s'agit pas de cacher les choses, de leur dire, voilà, ça va bien comme dans le meilleur du monde, bonsoir la marquise, tout le monde peut aller boire le champagne. Non, on n'en est pas là. Notre pays est occupé par une puissance étrangère qui s'appelle le Rwanda, aidé par une autre qui s'appelle l'Ouganda. Nous sommes en guerre avec ces gens-là, même s'ils ne le disent pas ouvertement. Même si chez nous, ils viennent avec une couverture qui est celle du M23. Et que le M23 veut se présenter comme étant un mouvement congolais. Mais la réalité, nous la connaissons. Alors, il n'est plus le temps d'aller chercher, oui, mais qui est vraiment responsable ou pas? Non. Ce temps-là viendra un jour. Je souhaite qu'il vienne. Que l'histoire, elle est faite pour ça. Pour juger le comportement des uns et des autres. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est que le pays est en guerre. Qu'allons-nous faire pour que le répit que nous avons, ce n'est qu'un répit. Ce n'est qu'un répit. Le M23 n'a jamais dit, n'a pas menti. Il a dit à personne que la guerre est partie, que c'est fini, nous sommes partis. Non, c'est pas vrai. Ils sont là, ils sont à Goma parce qu'ils sont à 20 km. Monsieur l'abbé vient de vous dire que l'aéroport de Goma, que je connais, parce que ça m'arrive de fréquenter cette ville, c'est un aéroport, c'est comme celui qui est de Ndolo ici, c'est en pleine ville. Ces gens sont là, donc s'il y a une allée d'affaires, elle est très courte, elle est faite, mais surtout le message pour lequel je suis là, c'est celui de faire comprendre aux Congolais que quelles que soient les bêtises des uns et des autres, nous avons quelque chose à sauvegarder. Et cette chose-là, c'est ce pays. Okay. Et pour ça, il faut être prêt à faire des sacrifices. Il faut être prêt à prendre des risques. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que Kinshasa a le contrôle, on peut dire aujourd'hui, de la situation? Le contrôle de quelle situation? Qui prévaut à l'Est. Le M23 s'est retiré, certes, de Goma. Ce n'est pas par le fait de Kinshasa, c'est par le fait de Kampala, c'est par le fait de l'appel de l'ONU, de l'Union africaine.
le M23 menace de revenir dans la ville si Kinshasa ne satisfait pas ces négociations. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Kinshasa est maître de la situation pour que Goma ne retombe plus demain? Kinshasa participe, comme tous ceux que vous avez cités, à ce qui se passe là-bas. Kinshasa a participé, a eu sa part au fait que Goma soit temporairement, si je peux m'exprimer comme ça, dégagé de ces bandits qui l'occupaient, de ces étrangers qui veulent nous voler une part de notre pays. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, Kinshasa maîtrise la situation de Goma. C'est comme s'il n'y avait plus de guerre, que tout le monde était parti et que nous contrôlions notre pays et que nous n'avions plus que de quelques problèmes d'administration, etc. Non, je vous ai répondu en vous disant que notre pays est en guerre. Quand vous êtes en guerre, vous n'allez pas dire que nous contrôlons la situation. Non, ça sera un mensonge. Voilà, ça sera un mensonge qui va endormir mes compatriotes. Il ne faut pas mentir aux gens parce qu'ils vont s'endormir. Nous devons rester vigilants. Notre pays est occupé. Au moment où nous parlons, notre pays est occupé par des étrangers. Il faut qu'on fasse tout pour aider le gouvernement, pour aider notre armée, pour aider le président biblique à ce que ces gens-là partent. Donc il faut rester mobilisé, honorable le maire. Les amis de la majorité, chaque fois qu'ils sont devant le public, ils parlent avec les médias, ils soutiennent toujours que le pays est en guerre, le pays est occupé par la puissance étrangère. Mais la personne qualifiée de dire cela, que nous sommes en guerre, c'est le président de la République. Qui privilégie aussi d'autres options, notamment diplomatiques. Il n'a jamais fait cette déclaration-là, ni de puissance étrangère qui occupe notre pays, ni la guerre. L'abbé vous a dit qu'il y a 100 militaires M23 qui vont rester à Goma. Mais qui a accepté? Si le M23 c'est une puissance étrangère, qui a accepté que cette rébellion-là reste à Goma? Est-ce que ce n'est pas le moindre mal, finalement? En négociation, il ne faut pas s'attendre à avoir tout le bras. Nous devons, on vous dit qu'il ne faut pas dégager des responsabilités, ce n'est pas le moment. Oui. Non, c'est le moment. Ça ne va pas, nous devons dire qui est responsable de la situation. C'est la majorité présidentielle. Donc on ne doit pas nous faire embarquer tous comme des aveugles. Nous voulons qu'on dégage les responsabilités. Après, nous verrons comment apporter notre contribution au redressement politique de notre pays. Nous ne refusons pas, mais la majorité présidentielle doit accepter que c'est elle qui est responsable de la situation que nous vivons aujourd'hui. Comment comprendre que jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pas une armée qui nous empêche? Il n'y a pas une volonté politique. Donc nous adhérons à la démarche, mais nous devons dégager des responsabilités. C'est le point de vue de l'opposition. Ok, d'accord. Maintenant, les rebelles exigent des négociations. Ils ont dit sous 24 heures d'ailleurs, donc ça ne devrait pas tarder. Du côté du gouvernement, on ne veut pas parler en termes de négociation, mais plutôt de l'évaluation, la réévaluation des accords du 23 mars. Et comme vous le savez, la rébellion a gonflé la liste de ses revendications. Finalement, ce n'est pas un échec annoncé. Est-ce qu'on ne serait pas en train de tourner autour du pot? Oui, c'est ce que je pense, non pas parce que les rebelles multiplient les revendications, mais parce que tout simplement, lorsqu'on va à des négociations, il faut d'abord évaluer un peu la position ou la posture des uns et des autres. Les rebelles négocient en position de force. Pourquoi? Parce que le gouvernement congolais a subi une lourde défaite militaire dont il ne s'est même pas encore relevé. Parce que le gouvernement congolais a subi une lourde défaite diplomatique. C'est ce que vous avez dit en disant que ce ne sont pas les Congolais qui ont obtenu le retrait des rebelles, mais la communauté internationale. C'est-à-dire qu'en fait, les rebelles ont essayé de gagner la sympathie de la communauté internationale en acceptant sur son injonction de se retirer. C'est une sorte de gage. Vous voyez, nous sommes gentils, nous sommes compréhensifs. Alors, comme quoi une bonne opération politique. Voilà, c'est une bonne opération diplomatique. Et puis, en troisième lieu, ils ont obtenu
d'obliger le gouvernement congolais à négocier et à négocier en position de faiblesse. Maintenant, nous allons négocier, mais vous savez, quand on négocie en position de faiblesse, on s'expose soit à la capitulation, soit à la trahison. Et donc, aujourd'hui, le M23, vous dites qu'il multiplie les revendications, c'est parce qu'il se sent en position de force. Alors jusqu'à chercher la liberté de mouvement, c'est ça. Les prisonniers politiques, ça, c'est ça. Solution de la CENI. Vous me permettez de revenir juste après, mais en allant quand même à menacer que si vous ne parvenez pas à satisfaire notre revendication, nous reprenons les armes parce que nous sommes militairement les plus forts. Mais je voudrais néanmoins ouvrir une sourdine. Cette façon de chercher à récupérer les revendications de l'opposition politique et de la société civile est en fait un signe de faiblesse. Le M23 est en détresse. Ils se sentent isolés. Les autres ont formulé ces revendications avant eux. L'opposition politique, la société civile n'ont pas attendu le M23 pour formuler les revendications. Aujourd'hui, et quand le M23 a fait la guerre, il n'a pas consulté la société civile, il n'a pas consulté non plus l'opposition politique. C'est parce que le M23 se sent quelque part, sur le plan interne, sur le plan de ce que je peux appeler la connivence, la complicité, la solidarité avec le peuple, il se sent un peu isolé. Et ce sont des appels de pied pour dire, écoutez, venez, soyez de mon côté contre le gouvernement, parce que moi, je récupère vos revendications. La question est de savoir si la société civile et l'opposition politique vont accepter sans plus de répondre positivement à cet appel de pied. Parce qu'en fait, le M23, autant il se sent fort vis-à-vis du gouvernement qui était incapable de faire la guerre et qui a perdu la bataille diplomatique, autant ils se sentent faibles devant l'opposition et devant la société civile, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, ils donnent à l'opposition politique et à la société civile la possibilité et la capacité d'arbitrage. Okay. Et ça, c'est très important. Il faudra que nos compatriotes de l'opposition et nos compatriotes de la société civile saisissent cette occasion pour s'assumer comme citoyens congolais, comme patriotes responsables. Et même que la majorité peut utiliser ça comme un point fort, comme un atout. Monsieur Kambila, est-ce que le gouvernement, il va peut-être baisser finalement pour négocier avec les rebelles? Non, je crois qu'il y a une première chose qu'il faut peut-être préciser, n'est-ce pas? Quand on dit que les Congolais n'ont pas obtenu le retrait du M23 de Goma, je ne sais pas qui peut croire à une telle affirmation. Parce que je ne pense pas que la communauté internationale irait aller comme ça toute seule en disant « Ah non, ces petits Congolais, nous voulons les sauver, il faut que le M23 sorte de Goma ». Il y a eu un travail diplomatique qui est parti du pays. Ceci me semble évident. Mais puisque ça ne l'est pas, il faut l'expliquer. S'il n'y avait pas le travail diplomatique, s'il n'y avait pas le déplacement qu'on a eu du ministre des Affaires étrangères, du président de la République lui-même, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Si le président de la République n'avait pas pris le risque, parce que ça en était un, le lendemain même de la chute de Goma, de partir à Kampala, dans des situations extrêmement difficiles, on n'en serait pas là. Parce que personne ne peut avoir plus de soucis de votre maison que vous-même. Donc, aussi aujourd'hui, nous avons ce repli, je ne dis pas qu'on a gagné. Je suis très précis dans mes mots. J'essaie de faire très attention à ce que je dis. Si nous avons obtenu ce repli, c'est parce qu'il y a eu un travail. Il y a un travail qui a été fait. Tout ce qui va suivre, je l'espère, parce que ce n'est pas encore fait, j'espère que ça sera dans la ligne de ce travail-là. Je vais vous dire aujourd'hui que nous avons une armée forte, alors que nous faisons le suivi de près de Goma. Je ne vous le dirai pas, parce que je serais ridicule. Ok? Mais seulement la guerre, je l'ai dit ici tout à l'heure, lorsque nous avons sans les caméras. Aucune guerre n'a pour objectif de gagner la guerre. Ça n'existe pas. La guerre a toujours pour objectif d'atteindre un but politique, de gagner quelque chose politiquement. Pourquoi le M23 existe? Il faut peut-être qu'on se pose cette question-là. Ce n'est pas pour un problème congolais.
c'est pas pour que monsieur tel qui serait en prison, parce que monsieur tel a fait ci, parce qu'il n'y a pas une route ici à gauche, à droite, pour résoudre le problème congolais. C'est faux. Il faut que les Congolais le comprennent très clairement. C'est parce qu'il existe à Kigali un groupe qui a pour but politique de prendre une partie du Congo. Et encore dernièrement, ils ont précisé quelle partie ils voulaient prendre. Parce que lorsque le M23 revendique la constitution d'une province spécifique pour un certain nombre d'une partie de nos concitoyens avec d'autres qui viendront à l'étranger, il précise très clairement l'objectif. Alors, placé sur cette optique-là, je me dis, à chaque fois qu'on avance vers cet objectif-là, c'est l'ennemi qui gagne. À chaque fois qu'on s'éloigne de cet objectif-là, c'est nous qui gagnons. Voilà comment moi, je vois les choses. Donc, si nous arrivons à faire comprendre à nos compatriotes que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas le sort de Joseph Kabila, ce n'est pas le sort de la majorité présidentielle, mais c'est la question du Congo. D'abord, il ne s'agit pas de dire que le Premier ministre a fait ci, il aurait dû faire ça, parce qu'il n'a pas fait ci, il aurait dû mettre une cravate verte pour qu'il ait mis la cravate rouge. Là, nous sommes en train de nous amuser. Nous avons en face de nous un objectif de guerre qui veut ponctionner une partie importante de notre pays. Quels sont les sacrifices que les uns et les autres veulent faire pour qu'on arrive à ça? Si ce sacrifice-là, c'était que Joseph Kabila aille à Kampala dans des situations difficiles, il l'a fait, je lui dis bravo. Alors, quelle sera la prochaine exigence? Quel est l'effort que nous devrions faire prochainement pour que l'objectif de nos ennemis n'avance pas? C'est les circonstances qui vont nous le dire. Mais il faut que les Congolais rentrent dans cette... Il faudrait que les Congolais rentrent dans cette philosophie qui consiste à dire notre pays est en danger. C'est d'abord ça. Or, maintenant, qu'est-ce qu'on entend en gauche à droite? Ah oui, mais le Kabila père est venu comme ça, pourquoi pas nous aussi, nous pouvons aller, etc. Mais quel est ce pays qui n'a pas la capacité de tirer les leçons de l'histoire et de sa propre expérience? Une expérience si proche. Une expérience si proche. On n'est pas capable de dire que là, on s'est trompé. Il faut corriger le tir. On veut recommencer encore. On pense que c'est en faisant ça que cette fois-ci, que vous allez sauvegarder le Rutshuru, le Walikale, Massissi et compagnie. Non, c'est important, Walikale, le Rutshuru et le Massissi, c'est important pour nous. C'est notre pays, nous devons tout faire pour le défendre. Voilà la seule ligne, je ne déboucherai pas de cette ligne-là. Quelles que soient les erreurs des uns et des autres, c'est ça qui compte et c'est ça que nous devons sauvegarder. Et donc c'est clair que la majorité ne va pas capituler, même si les revendications du M23 deviennent costauds et même bon, jusqu'à demander ce qui paraît inacceptable quand même, ponctionner le pays. M23 n'a aucune revendication. Aucune. Aucune. Il n'y a pas de revendication. Tout ce qui est dit là, c'est n'importe quoi. Non, il y a deux choses. Oui. Un, M23 n'a aucune revendication parce qu'un M23 n'existe pas. Un 23, c'est un instrument. C'est comme si moi, je prenais un fusil, je commence à tirer. Mon fusil n'a pas d'existence. L'existence, c'est moi. Parce que c'est moi qui actionne le fusil. Mais Kampala le fait exister. Kampala a reconnu des griefs du M23 comme des griefs qu'on peut qualifier de légitimes. Écoutez, qu'une partie des populations congolaises disent qu'il n'y a pas la route de Maluka n'est pas bonne, par exemple. C'est légitime. Yeah. Il faut faire une route à Maluka, on la fera lorsqu'on en aura les moyens. Voyez-vous? Bon, pour dire que le Rwanda se cache derrière certaines revendications des Congolais. Il n'y a pas besoin de sortir de Sorbonne pour comprendre ça. Voyez-vous? Donc, qui est là, qui reprennent des choses qui existent chez nous, que nous connaissons. Est-ce que nous avons attendu vraiment que M23 existe pour qu'il y ait un débat politique dans ce pays? Ici, là, autour de cette table-là, où nous sommes là maintenant, qu'est-ce que je n'ai jamais, qu'est-ce que je n'ai pas encore entendu de mes compatriotes ici, membres de l'opposition ou membres de la société civile, M. Labbé ici? Toutes ces choses-là sont dites ici. Ils sont dites ouvertement. Et le gouvernement, il fait ce qu'il peut faire pas à pas, petit à petit. Et la société civile, tout comme l'opposition, continue de faire pression, ce qui est son travail. Et c'est ça le travail de la démocratie. C'est pas d'aller prendre les revendications de l'étranger, vouloir les réaliser et mettre en avant
des revendications qui ne sont pas les vôtres. D'accord. Ce n'est pas au Rwanda de venir dire ici le territoire il va s'arrêter là et puis un autre il va commencer ici. Très bien, on a compris. L'honorable Lumé attendait impatiemment de réagir, je l'ai vu. J'ai suivi les cris de cœur de la majorité présidentielle. De Kambila. J'ai appris à mon ami ici. Nous ne sommes pas la Croix-Rouge, nous, les partis politiques. Nous n'avons pas de sentiments. Nous sommes des professionnels, nous examinons les événements froidement et nous dégageons les chemins que nous devons suivre. Quand M. Kambila parle de M23 qui est une fiction, mais c'est faux. Le M23 a rencontré le président de la République à Kampala. Ils se sont salués. Oui, c'est un signe. Il semble que c'est le président ougandais qui les a emmenés au président congolais pour s'ils étaient des étrangers, le président de la les République, présenter. Oui, s'ils étaient des étrangers, si c'était une fiction, cette fiction n'allait pas rencontrer le président de la République. Aujourd'hui, lundi, à 12h30, le ministre de l'Intérieur était à Goma. Le gouverneur Paluku est à Goma. Ils ont déclaré qu'il y aura une négociation avec le M23 parce que les revendications sont légitimes. Ne peuvent exprimer les revendications légitimes au Congo, ils doivent être des Congolais. Donc aujourd'hui, il y a des discours. Des Congolais qui sont manipulés, est en train de dire M. Jean-Pierre, utilisés par depuis l'AFDEL, les Congolais sont toujours manipulés. C'est le même schéma. Quand l'AFDEL arrivait, c'est les ancêtres de l'AFDEL. Ils sont héritiers de l'AFDEL. Quand l'AFDEL arrivait ici, ils ont habillé aussi les revendications nationales de l'opposition congolaise à l'époque. Et nous sommes allés à Sun City. Aujourd'hui, nous, l'opposition, nous acceptons de nous asseoir autour d'une même table avec le gouvernement, la société civile, les M23, pour que nous puissions régler politiquement les problèmes qui se posent au pays. Ce n'est pas une honte. Mais si nous sommes invités, parce que c'est maintenant qu'on vient de nous inviter, c'est grâce à l'action menée par le M23, au moins. Ah, vous saluez cette action. Mais si le M23 n'avait pas pris Goma, je l'ai dit, on n'allait pas nous inviter. Depuis 2006, le président de la République n'a jamais reçu d'opposition. Depuis 2006, toutes les démarches amorcées pour que l'opposition puisse rester autour d'une table avec le président de la République, pour que nous puissions dire au président de la République nos revendications, il y a toujours une fin de non-recevoir. Peut-être que l'opposition a elle-même aussi ses petits problèmes internes et que la démarche n'a pas abouti. Mais est-ce qu'il faut vraiment aujourd'hui se féliciter que vous obteniez aujourd'hui un dialogue parce qu'il y a des Congolais qui sont morts? Je crois que l'absence, c'est l'héritage de l'AFDEL. On dialogue quand il y a en faveur, quand on prend les armes, on commence le dialogue sur le plan interne. Parce que tant que c'est la paix, il n'y a pas de crépitement des armes, il n'y a aucun dialogue dans notre pays. À moins qu'on me prouve le contraire. Donc ici, le schéma qui devient de plus en plus un schéma consistant, répétitif, c'est de voir que dans notre pays, pour être écouté, il faut prendre les armes. C'est triste de le dire, mais c'est ce que nous constatons. C'est ce que nous constatons. Il y a eu des élections ici, il y a eu beaucoup de frustration. L'opposition est venue plusieurs fois pour dire qu'il faut qu'on parle ensemble. Il y a des problèmes au pays. On ne nous a pas écoutés. Quand aujourd'hui, le M23 vous dit que bon, voilà, nous demandons la libération ou qu'on élargisse un peu ce qui se passe autour de Tshisekedi. C'est vrai, et nous écoutons. Quand le M23 dit que nous, j'aimerais que l'opposition interne soit avec nous ici, nous ne pouvons pas refuser, mais nous ne sommes pas les porteurs des mallettes de M23. Nous serons là, nous dirons la vérité. Ce pays n'est pas avant, ça nous le dirons. Mais pour d'autres revendications, puisque le gouvernement lui-même qualifie des revendications de M23 des revendications légitimes, on doit les examiner ensemble pour qu'on trouve des solutions. Monsieur l'abbé, le M23 mérite-t-il d'être écouté à ce stade?
J'ai entendu dire ici que l'évacuation de Goma est le fruit de l'action du gouvernement congolais. Soyons quand même un peu plus francs et objectifs. Est-ce que le gouvernement congolais avait le choix dès lors qu'il avait subi une humiliation, une défaite militaire de cette ampleur-là? Il y a eu défaite militaire, et il y a encore défaite militaire, il faut l'accepter. Et cette défaite militaire est due au fait que le Congo, l'État congolais, a oublié d'assurer un des fondamentaux de tout État qui se veut sérieux, c'est-à-dire une armée. Il n'y a pas d'État sans armée, comme il n'y a pas d'État sans argent. C'est depuis le dialogue intercongolais, depuis 2003, que la mise sur pied d'une armée républicaine performante et dissuasive figure au programme politique du pays. Depuis 2003, nous sommes aujourd'hui en 2002, 2011, 2012. Ça fait donc plus de 9 ans que cet objectif-là est inscrit au programme du gouvernement. Comment se fait-il que depuis lors, on n'est pas arrivé à le faire? J'ai rencontré des experts militaires étrangers qui m'ont dit que pour mettre sur pied une armée pareille, il faut 5 ans. L'actuel régime qui est au pouvoir, il est là depuis plus de 11 ans. Plus de la moitié du temps qu'il faut pour mettre sur pied une armée. C'est une responsabilité. Voire une culpabilité. Alors non, il faut reconnaître que tout n'était pas si calme pour permettre au régime de faire tout ce qu'il pouvait. Tout ce qu'il oui, mais un régime... il y a peut-être d'autres paramètres à intégrer. Non. Gouverner, c'est prévoir. Okay. Et quand on a manqué de sens de prévisionnel pour un gouvernement, c'est une faute dont on doit assumer la responsabilité. Point à la ligne. L'incapacité de mettre sur pied une armée performante et républicaine, c'est ça qui fait aujourd'hui que nous sommes humiliés et que nous allons continuer à être humiliés tant que nous n'aurons pas cette armée-là. Et il faudrait qu'on, toute sa fête cessante, qu'on accorde priorité à cet objectif-là qui est capital si l'on veut assurer la survie de la nation. Alors, et donc aujourd'hui dire que c'est nous, non. Nous devions avoir honte tout simplement et avoir un sursaut de dignité et d'honneur en nous disant nous avons péché, il faut que nous sachions tirer les leçons de l'histoire. Deuxièmement, nous disons aujourd'hui que c'est l'Ouganda et le Rwanda qui nous ont agressés. Lorsque le président est défait, lorsque le pays est défait ou l'armée est défaite à la suite d'une agression et qu'il se sent obligé d'aller négocier avec les agresseurs. Parce que la première réunion, la réunion qui a déclenché tout le reste, c'était Kabila, Museveni et Kagame. Kabila est allé négocier avec les agresseurs de la République démocratique du Congo après avoir essuyé une défaite. Qu'est-ce qu'il pouvait négocier? Rien. Il était en position de faiblesse, et négocier en position de faiblesse, c'est s'exposer toujours à la capitulation, sinon à la trahison. Il est allé là-bas et on lui a imposé tout ce qu'on voulait lui imposer. Et c'est comme quoi, comme par exemple, par exemple, on a vu le communiqué de Kampala, oui, qui dit clairement que les rebelles ne doivent pas renverser le pouvoir légitime de Kinshasa. Ça, c'est quelque chose de clair. Et qu'ils devaient se retirer, et ils se sont retirés de Goma. Et que, bon, Kinshasa devait les écouter. Bon, qu'est-ce qui a été imposé, M. l'abbé? En diplomatie, il faut toujours faire la différence entre les déclarations de quelqu'un et ses véritables intentions. Si Kagame et Museveni savaient qu'il ne faut pas qu'on renverse le pouvoir de Kinshasa, pourquoi est-ce qu'ils ont financé, ils ont commandité la rébellion? Pourquoi est-ce qu'ils ont monté une rébellion s'ils voulaient la stabilité de l'État congolais? Non, écoutez, ça c'est un langage diplomatique, c'est-à-dire un langage mensonger. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est pas sérieux. Quand vous agressez quelqu'un, quand vous déstabilisez un pays, de dire que vous êtes le défenseur de sa stabilité. Ça ne va pas. Ça, il fallait accepter. Mais qu'est-ce que nous pouvions faire? Qu'est-ce que le président Kabila pouvait faire une fois qu'il y avait le dessus sur le plan militaire? Il acceptait tout. Ils lui ont même imposé de négocier avec les rébellions. Des rébellions
avec sa rébellion, donc le Kabila devait négocier avec les rebelles, alors qu'ils ne négocient pas avec leurs propres rebelles, qui sèment l'insécurité au Congo. On dit qu'ils sont à l'extérieur. Oui, mais attention, si vous dites que les Rwandais nous ont agressés, ça signifie que leurs agresseurs sont ici. Donc ce sont aussi des étrangers. Ce sont des étrangers, eux aussi sont à l'extérieur. Okay. et donc voilà, je pense qu'il faut être franc dans cette histoire. Nous ne sommes pas encore très loin, nous ne sommes pas avancés, nous ne sommes pas très avancés. Un pays se défend lorsqu'il s'arrange pour se doter des moyens d'assurer sa stabilité, sa souveraineté, sa survie. Il ne faudra pas que pour cette énième négociation, nous soyons préoccupés par la survie d'un pouvoir. Ce dont nous devons nous occuper, c'est la survie du pays, pas la survie d'un pouvoir. Okay. Et ici, malheureusement, dans les régimes qui sont les nôtres, très souvent, on confond les deux. Pendant 30 ans, nous avons travaillé à la survie d'un pouvoir qui conduisait le pays dans le gouffre. Aujourd'hui, nous devons tirer les leçons de l'histoire et nous dire, eh bien, ce qui est premier, c'est le pays et le pouvoir est au service du pays. Ce qui est premier, c'est le peuple et les dirigeants sont au service du peuple et les dirigeants qui ne sont pas capables de résoudre les problèmes du peuple et les premiers problèmes du peuple, c'est la sécurité, ils devraient être remis en question dans le dialogue qui, je vais terminer par là, qui est le poumon par lequel respire toute démocratie. On devrait dialoguer en permanence. Et le refus du dialogue, c'est une violence mère. Parce que quand les hommes ne peuvent pas se parler, il n'y a plus qu'à se donner des coups de poing. Okay, et donc, organiser un dialogue permanent, c'est favoriser justement, c'est ce qu'on appelle dans gouverner, qui signifie prévoir, c'est empêcher de faire pourrir des situations au point qu'elles aboutissent à des violences. Et donc, le dialogue devrait être instauré de manière permanente ici. Et ce n'est pas seulement après une guerre qu'il faut la faire, parce que d'ailleurs, dialoguer après une guerre, monsieur l'abbé. Monsieur Kambila, justement, il ne faut pas attendre qu'il y ait crépitement de balles, que les Congolais meurent, pour que finalement on accepte le dialogue avec les autres partenaires politiques. On aurait bien pu éviter ça s'il y avait un dialogue permanent. Oui, si on savait écouter les autres. Le député me pardonnera, mais je suis bien obligé de répondre. Monsieur le député a combattu pendant de nombreuses années ici dans ce pays pour qu'on devienne une démocratie. Une démocratie de droit, un état de droit. Un état de droit, il pose un certain nombre de structures et des règles de fonctionnement. Le dialogue dans un état de droit, il y a des endroits où il se passe. Cet endroit-là, c'est essentiellement le Parlement et le Sénat. Les gens peuvent très bien accepter de se rencontrer et de discuter, mais ce n'est pas une obligation constitutionnelle, ni politique. Il y a un Parlement et un Sénat pour ça, pour dialoguer, pour dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on est d'accord avec ça, qu'on veut cette nuance, qu'on veut ci, qu'on veut ça. Donc, depuis que nous sommes en démocratie, ni le Parlement congolais, ni le Sénat congolais n'ont été fermés. Donc, ni la liberté de la presse, la liberté de discussion, la liberté d'expression n'ont été supprimées dans ce pays. Le dialogue, il existe. Voyez-vous? Ce que une branche de l'opposition réclame à corps et à cri, c'est de partir voir le président de la République, discuter avec lui. Mais de quoi? La question peut se poser. Puisque vous avez les institutions qui sont... L'endroit du débat est là, est disponible. L'Agora, c'est le Parlement et le Sénat. Vous allez discuter spécialement avec le président de la République de quoi? Qu'est-ce que le président peut vous donner qu'il ne peut pas vous donner au travers des institutions normales? La première question que je me demande. Donc, si c'est ça le prétexte pour cautionner une rébellion, pour dire « Ah oui, mais ils nous ont donné le moyen de parler. » Mais je ne comprends pas. Vous avez toujours parlé ici. Même en dehors des institutions, nous avons toujours parlé autour de vous, spécialistes de la presse. On a toujours parlé, on a toujours discuté. Alors, si la logique de notre démocratie, c'est de dire qu'il faut toujours imposer au président de la République un partage de gâteau. C'est-à-dire qu'on vient là, on veut seulement nous partager de gâteau, nous venons tous devenir des ministres, on aura des ministres, on aura des gouvernements à 1000 ministres. Bon, c'est peut-être bien pour les uns, mais c'est très mauvais pour le pays. Et ça, il faut que ce soit clair. Et poser cette question-là en ce terme-là aujourd'hui, c'est vraiment être à côté de la plaque. C'est-à-dire en dehors du contexte actuel. Parce que le contexte actuel, c'est que nous avons
des ennemis qui veulent nous prendre notre pays. Et tout ce qu'ils feront avec nos amis là-bas, nos frères ici, là-bas, c'est de les utiliser pour affaiblir le gouvernement central et non pas pour leur donner du pouvoir, parce qu'ils ne l'auront pas. Ils ne vont pas le leur donner. Ce n'est pas ça leur objectif. L'objectif du Rwanda et de l'Ouganda, caché derrière le M23, s'il est défini ici, aucun Congolais ne peut dire que ce n'est pas vrai. Parce que tout le monde a entendu le discours de Bissougou il y a quelques années. Tout le monde a suivi que ça se reconfirmait tout à l'heure. Ils sont bien axés là-dessus et ils ne bougent pas. Donc, ce n'est pas ça notre question. La question qui se pose aujourd'hui, mon frère journaliste, c'est une question de responsabilité nationale qui n'efface pas les responsabilités du passé. Il ne les efface pas, mais il les met, à mon avis, entre parenthèses. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de sauver le Congo. Oublions nos petits problèmes qui nous divisent et regardons d'abord la situation qui se présente. C'est un peu pour résumer votre pensée. Si vous voulez l'exprimer comme ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je l'exprime d'une manière légèrement différente. Vous voyez, je me dis, lorsque papa et maman sont en train de se chamailler et qu'il y a un voleur dans une chambre, ils arrêtent le voleur. Ça ne veut pas dire que la raison pour laquelle ils discutaient avant disparaît. Nos contradictions ici continueront. Si l'honorable Louméa devient président de la République, vous croyez que vous pensez que le débat congolais va s'arrêter? Ou si c'est vous, ou moi, ou M. Labbé? Moi, je ne suis pas candidat. Hein? Mais vous pensez que ça va s'arrêter? Ça ne va pas s'arrêter. Le débat national, il sera toujours là. Sauf que lorsque X ou Y pays nous aura attaqué, nous aura attaqué, oui, c'est juste, il faudrait que le Congolais ait la maturité de comprendre que les problèmes, on les hiérarchise. Aujourd'hui, on les hiérarchise et on tient compte du contexte. Aujourd'hui, le véritable problème, c'est qu'il faut que le monde entier, il faudrait que le monde entier sache que les Congolais, majorité et opposition dessous, ne veulent pas bouger sur ce qui concerne l'intégrité territoriale de leur pays. Il faudrait que ça soit clair. Il faudrait que ça soit clair que sur la démocratie, on ne discute pas. Or, en démocratie, ce n'est pas une puissance étrangère qui veut dire à une autre, écoutez, moi je suis la République démocratique du Congo, vous les Français là-bas, je trouve que la Bretagne, elle est trop grande, j'aimerais que vous la divisiez par 4. Je trouve que moi je suis Congolais, je me lève le matin, et puis je dis, mais l'Espagne, là, je trouve qu'en Espagne, la vieille Castille, elle est trop grande, je vais la diviser par 6. Mais on est où là? Et puis vous pensez que les Espagnols, l'opposition espagnole va commencer à dire, ah oui, mais M. Kabila, il a une très bonne idée. Non! On va dire, de quoi vous vous mêlez? Voilà la réponse. Okay. Donc ce que j'attends de mes compatriotes ici, de mes frères avec lesquels je vis, je souffre ici dans ce pays, parce que nous sommes un pays en difficulté, ce que j'attends d'eux, c'est pas de dire bravo, ces gens, grâce à eux, maintenant nous pouvons aller parler avec le président de la République. Mais ils parlent avec le président de la République ici tout le temps, au travers des institutions. La démocratie, elle est là. Non, il ne faut pas. Ça, c'est pas bon. C'est vendre notre pays. Il ne faut pas aller vendre notre pays. Ne semble pas être tout à fait d'accord. Ce sont des propos populistes. Ah bon? C'est-à-dire? Tant que ça s'adresse à mon pays, je suis d'accord d'être populiste. Il a dit que quand papa et maman est en train de se chamailler, il y a un voleur qui arrive, on doit stopper la bagarre au niveau de la famille. Ce qui doit surprendre quand on voit papa saluer le voleur qui vient d'entrer. Ça doit étonner la maman. Ah, si ça se fait, oui. Bien évidemment. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah ouais? Parce que je ne suis pas sûr de très bien vous comprendre. Mais il utilise des images, nous allons utiliser des images. Oui. Ceux qui vont voir l'agresseur, les premiers, pour chercher en aparté, trouver à régler les problèmes, ce n'est pas l'opposition. Quand le président de la République lui-même, l'abbé vous a dit, rencontre Kagame, rencontre Museveni, à 3, vous voulez que l'opposition ne puisse pas rencontrer le M23 pour parler aussi du pays. Rencontrer le M23, ce n'est pas une honte. Je vous l'ai dit. Le gouvernement vient de déclarer que leurs revendications sont légitimes. Et l'opposition sera la première à dire au M23 que ce pays n'est pas à vendre, si nous devons effectivement parler. Est-ce que le gouvernement a dit que toutes leurs revendications sont légitimes? Parce qu'il faut nuancer. Je vous ai dit, j'ai suivi le ministre de l'Intérieur aujourd'hui. À 12h30, il a qualifié de légitime les revendications du M23.
Et l'opposition sera à la table des négociations pour dire au M23 que le Congo n'est pas à vendre et nous ne serons jamais sous l'esclavagisme du Rwanda. Ces pays... Merci. Oui. Le discours doit être clair. Et je crois que c'est le gouvernement qui a demandé que l'opposition soit là. Et quand il me pose la question de savoir quand vous voulez rencontrer le président de la République, c'est pour parler de quoi? Vous voyez comment ils apprivoisent le président de la République. Le président de la République, au regard de notre constitution, n'est pas le président de la République de la majorité. C'est le président de la République de tous les Congolais. Et il est l'arbitre. C'est-à-dire qu'il doit être au-dessus de nos divergences. Mais pour le moment, on trouve que le président de la République, il est plus partisan. Il est plus pour la majorité, il ne veut pas recevoir l'opposition. Est-ce qu'il y a des frustrations dans ces pays? Oui. Et surtout depuis le 28 novembre 2011, il y a eu beaucoup de frustrations. Et nous avions sollicité la rencontre avec le président de la République pour que nous puissions effectivement régler nos problèmes d'une façon pacifique. On ne nous a pas écoutés. Et vous verrez que le M23 vient juste après les élections. Et une des revendications, c'est la vérité des urnes. Bon, ça on dit que non, ça c'est pas la principale revendication. Et au final, on a comme l'impression que finalement, à ces négociations ou évaluations, je ne sais pas finalement comment les appeler, les termes de référence risquent de poser problème. Et même les revendications, l'opposition voit la question électorale, la question de la légitimité ou quoi, je ne sais pas. Mais pour le M23, il y a autre chose, un problème d'espace qui se pose. Et là-dessus, est-ce que vous y croyez, vous, d'abord, ces négociations-là? Chaque fois, quand on dialogue, il y a toujours une richesse. C'est plusieurs intelligences qui se mettent ensemble pour produire quelque chose. Nous ne pouvons... Moi, je ne lis pas dans les marques de café, comme mon ami, pour dire qu'il y aura échec. Moi, je suis optimiste. Qui a dit qu'il y aurait échec? Non, en soulignant, en disant que de cette rencontre, il y aura toujours quelque chose dont le Congo bénéficiera. C'est la paix. Nous croyons tous que si nous dialoguons fermement et que nous mettons tout sur la table de négociation, la région de l'Est, plus particulièrement les Goma, pourrait effectivement retrouver la paix. Vous y croyez, vous, monsieur l'abbé, assez pour parler? On parle de plus en plus de Kampala, où la société civile, l'opposition, le M23 devraient s'y rendre, mais aussi la majorité, mais la présence du chef de l'État n'est pas encore confirmée. Jusqu'à présent, on gère cette question des pourparlers de manière un peu cavalière. Et surtout, je ne comprends pas pourquoi on peut aller négocier à Kampala dès lors qu'on sait que c'est Kampala qui soutient le M23 avec Kampala et Kigali qui soutiennent le M23. On vient encore de le dire ce matin, il serait beaucoup mieux de délocaliser ces pourparlers qu'on les tienne dans une autre capitale. Il y a beaucoup de pays africains limitrophes ou pas qui pourraient servir de lieu d'accueil de cette conférence-là, ça serait mieux. Mais je voudrais partir sur un autre sujet. D'abord, à propos du dialogue, je dis toute absence ou tout refus du dialogue dans le système démocratique est conflictogène. C'est-à-dire tout refus de violence et tout refus de dialogue et toute absence de dialogue dans un pays démocratique risque de conduire à des situations de violence comme on a connu on en connaît aujourd'hui dans notre pays. Il faut qu'on en prenne la mesure et qu'on sache que le dialogue permanent est le poumon par lequel respire la démocratie. Les institutions sont là pour ça. Non, il n'y a pas que le Parlement est le lieu par excellence pour ce genre de débat. Les institutions ne peuvent jamais confisquer la souveraineté populaire. Dans d'autres pays, il y a des sondages réguliers. Quand on dit au président, vous savez que dans l'opinion, il y a 80% des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, vous voyez qu'il multiplie les conférences pour essayer de se justifier, d'expliquer. Non, même le Parlement ne peut pas confisquer la souveraineté nationale, c'est-à-dire la souveraineté du peuple. Et je pense que dans notre pays, le dénominateur commun, le centre dans toute démocratie, ce ne sont pas les institutions, c'est le peuple qui est qu'on appelle le souverain premier.
Et donc, l'utilité sociale, c'est ça qui fonde le pouvoir et c'est à cela qu'il faudrait être attentif. Alors, je reviens sur donc, cette question-là de tout, il faut que tout le monde se mette ensemble. Vous savez, lorsque Laurent Désiré Kabila est venu avec les Rwandais, hein, nous avons entendu le même discours avec Ngwanda qui disait, voilà, quand on tombe sur une maison alors qu'on est en train de se bagarrer, on se met ensemble. Écoutez, la cohésion nationale, la complicité, la solidarité entre le peuple et ses dirigeants, ça ne doit pas seulement avoir lieu quand il y a des dangers. D'ailleurs, s'il n'y a pas cette solidarité-là de manière permanente, lorsqu'il y a un danger, c'est trop tard. Et vous avez vu que le peuple n'a pas suivi. Le peuple n'a pas suivi parce qu'il ne trouvait pas dans son compte dans ce pouvoir-là qui était un pouvoir égoïste qui confisquait toutes les richesses du pays et qui ne laissait au peuple que des miettes. Si les dirigeants veulent que nous les soutenions, il faut qu'ils soient réellement à notre service. S'ils veulent que le peuple les soutienne, il faut qu'ils soient réellement et en permanence au service du peuple, que le peuple sente, ils sont là pour nous, ils résolvent nos problèmes sociaux. Dans un pays où vous avez 71% des gens qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté, dans un pays où il y a 18 millions d'analphabètes, dans un pays où 75% des richesses du pays sont concentrées entre les mains des 14% de la population, dans un pays où les 90% du budget sont consommés ici à Kinshasa, comment voulez-vous obtenir du peuple la solidarité, le consensus? Le peuple vous dit, nous ne pouvons pas partager les sacrifices si nous ne partageons pas les privilèges et les richesses du pays. C'est très simple. Enfin, je voudrais terminer là-dessus. Depuis la fin du moboutisme, les Congolais ont commis le péché capital de croire que pour se libérer, ils doivent toujours aller au Rwanda et en Ouganda. Déjà, l'AFDEL a fait ça. L'AFDEL a été créé à Kigali. Le RCD a été créé à Kigali. Le M23 a été créé à Kigali. Le CNDP, c'est un prolongement de Kigali. Vous ne pouvez jamais, un peuple n'est jamais libéré que par lui-même. Si vous allez vous faire libérer par quelqu'un d'autre, celui qui vous a libéré devient votre nouveau maître. Aujourd'hui, le peuple est en train de payer le prix de tous ces arrangements, de toutes ces inféodations, toutes ces vassalisations de nos dirigeants vis-à-vis de Kigali et de Kampala. Okay. Tant que nous n'allons pas cesser d'aller demander, quémander le soutien, l'aide, la pitié, la miséricorde de Kigali et de Kampala pour organiser notre pays. C'est fort quand même ça, pitié, miséricorde, tout cela, M. Labbé. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Vous n'allez pas mettre le Congo à genoux à ce point. Mais vous êtes à genoux, mais écoutez, je crois que parmi les choses, on ne peut, quelqu'un qui est malade ne peut être guéri et se soigner s'il ne commence pas par accepter qu'il est malade. La condition pour être sauvé, c'est de reconnaître qu'on est pécheur. On va chuter. Je chute là-dessus. Nous devons tirer les leçons de l'histoire. Chaque fois que nous avons demandé à d'autres de nous libérer, ça n'a pas fonctionné. Un peuple ne se libère toujours pas lui-même. Si vous demandez à un autre de vous libérer, eh bien, celui qui vous a libéré devient votre nouveau maître et vous pose des conditions impossibles. On a compris. Nous avons vu ici les conditions de ces négociations loufoques, où en fait on négocie en position de faiblesse et on va demander aux autres de nous aider. Vous avez vu que Laurent Désiré Kabila obligé de nommer Kabarebe chef d'état-major, et c'est le même qui continue à déstabiliser jusqu'aujourd'hui. Vous avez vu comment on a porté une Taganda. Merci, M. Labbé. Taganda, un Rwandais qu'on a nommé général, et qu'on nous a dit que c'est lui qui protégerait la paix alors qu'il était poursuivi par la CPI. Merci. Si c'est pour faire une autre fois, une énième négociation de ce genre-là, nous ne sommes pas encore sortis de l'ouest. Ok. Asseyons-nous et tirons les leçons de l'histoire. Les leçons de l'histoire. Assurons les fondamentaux de la démocratie. Sinon, ça ne sert à rien. Okay. D'accord. La question que je vais poser à tout le monde, finalement, c'est quel est l'avenir de cette crise? Monsieur Jean-Pierre Kabila. Mon opinion personnelle est que nous sommes non pas dans une crise, parce que les crises en général c'est quelque chose qui dure un temps relativement court et on passe à autre chose. Nous sommes dans une situation qui va durer longtemps. Parce que nous faisons face à un adversaire qui a un objectif précis, et qu'il a dit de manière précise. Et ces gens sont convaincus qu'ils peuvent prendre à ce qui est maîtrisé par des gens méprisables, c'est-à-dire nous.
ils le pensent. Ils pensent ça. Et ça, on ne peut pas aller dans ce combat comme ça, en disant on va discuter, et puis quand on sort de là, M23 va nous aider à faire avancer notre démocratie. Non. Sur ce point-là, je suis parfaitement d'accord avec M. Labbé. Je pense que c'est une affaire qui va durer. Et pour ça, il faut que les Congolais se préparent vraiment bien à un combat qui va durer longtemps. Si nous voulons garder notre pays intact, nous devons faire de très grands efforts du point de vue de la conscience nationale et de surtout savoir que nous sommes dans une guerre qui va durer longtemps. Parce qu'ils vont aller là-bas, comme l'a si bien dit, peut-être pas explicitement, parce qu'il n'a pas expliqué les choses, on va aller là-bas, on va rentrer ici. Quelques opposants vont trouver la place, et ceci et cela, peut-être, etc. On viendra ici, on recommencera la chose. Parce que les Rwandais ne vont pas accepter de nous laisser cette partie-là tant que nous ne serons pas suffisamment forts pour les dissuader de venir prendre ça. Et ça, c'est un travail interne qu'il faut faire ici. C'est-à-dire que nous devons travailler à améliorer notre gouvernance, à améliorer notre armée, à améliorer notre conscience nationale, à moderniser notre pays. Donc, quel avenir pour la crise, honorable Louméa? L'avenir dans notre pays, c'est que le Congo soit doté d'une armée très forte pour effectivement voir ce pays se développer, parce que nous avons beaucoup de richesses, mais il nous faut qu'il y ait des gardiens. Et les gardiens, pour le moment, ça doit être l'armée, une armée forte, démocratique. Et en attendant qu'on puisse atteindre cet objectif, moi je propose qu'on utilise le principe que les juristes utilisent souvent: mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Ok. Monsieur Labbé, comment vous voyez l'avenir? D'abord, je ne suis pas d'avis que nous avons le temps, nous n'avons pas le temps, parce que le problème n'est pas seulement politique, le problème n'est pas seulement juridique, n'est pas seulement géopolitique et géostratégique, le problème est aussi éminemment humanitaire. Quand je pense à nos frères de l'Est qui sont en divagation, en errance depuis des années, depuis pratiquement 1986, je me dis c'est une catastrophe humanitaire qui ne peut pas durer. Nous n'avons pas le temps d'attendre, de continuer à laisser mourir nos compatriotes et surtout ces populations innocentes, ces gens civils innocentes qui ne savent même pas d'où vient cette guerre, qui n'en connaissent ni les tenants ni les aboutissants. Il y a urgence. Il y a urgence humanitaire. Et je pense qu'on ne peut pas se dire qu'on a le temps, on n'a pas le temps. Il faut aller le plus vite possible et le plus tôt, c'est le mieux pour trouver des solutions afin de mettre fin aux souffrances imméritées de toutes ces populations innocentes. Deuxième chose, le problème du Congo, c'est un problème de l'État. Il faut restaurer l'État. Il faut instaurer l'état de droit, restaurer l'état. Ça signifie quoi? Avoir un leadership vraiment compétent et patriotique acquis à la gouvernance. Ça signifie avoir une justice indépendante, capable de lutter contre les inégalités sociales, la violence, la corruption et l'impunité. Ça signifie 3, avoir une armée informante, dissuasive et républicaine. Ça signifie 4, avoir une administration apolitique, impartial et bien ordonné. C'est ces 4 choses-là qu'il faudrait restaurer. Restaurer l'État. Et tant que nous n'avons pas d'État, l'État avec ses attributs-là, l'État qui se dote des moyens financiers, militaires, politiques et diplomatiques, d'assurer la pérennité du pays, tant qu'ils ne l'auront pas, ça ne marchera pas. Alors je crois que ça, c'est un programme qui pourrait être réalisé en l'espace d'une législature, du moment que il y a une véritable volonté politique et qu'il y a donc une révolution culturelle et mentale dont nous avons vraiment besoin d'urgence. Une volonté politique, c'est ce dont on a besoin pour mettre fin finalement à cette crise. Madame, Monsieur, je vais vous dire merci de nous avoir suivis puisque nous sommes déjà à la fin. Merci beaucoup à Monsieur Jean-Pierre Kambila pour votre riche contribution. Merci également à l'honorable Louméa, vraiment pour votre participation aussi riche, et à Monsieur Labbé, Richard Mugaruka. Merci, grand merci à vous, mesdames, messieurs, d'être fidèles à cette émission Débat de la semaine qui vous apporte de l'éclairage autour des questions d'actualité
eh bien, comme vous le savez, le démembrement de la RDC, c'est ce que nous allons continuer, n'est-ce pas, à réfuter. Et jamais nous n'accepterons que ce pays soit coupé, non à la balkanisation du pays, n'est-ce pas? Ça, c'est notre mot d'ordre et nous ne cesserons pas de le dire sur la télé républicaine. Débat de la semaine, le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, toujours à la même heure, sur Télé 7. D'ici là-bas, portez-vous bien. Au revoir.